Elle a dit, ne me demande pas en mariage. Mes amis se moqueraient de la bague que tu peux te permettre. Alors, je ne l'ai pas fait. Un an plus tard, j'ai demandé sa collègue en mariage avec une bague à $10 000, au même endroit. Elle était assise à 3 tables de là. J'ai 29 ans. Ma petite amie de l'époque, mon ex maintenant, était Amélie, 28 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 3 ans quand ça a commencé, et nous vivions ensemble depuis 1 an. Sur le papier, c'était stable. De bons emplois, un loyer partagé, des routines de week-end, le genre de relation que les gens supposent se diriger vers une bague. Amélie aimait me rappeler qu'elle avait du goût, pas des préférences, du goût. Elle corrigeait les serveurs. Elle rendait des cadeaux devant les gens. Elle parlait d'argent comme si c'était un trait de personnalité. Au début, je pensais que c'était de la confiance en soi. Plus tard, j'ai réalisé que c'était le jugement portant de belles chaussures. Les commentaires se sont glissés lentement, sur ma voiture qui était temporaire, sur ma montre qui avait l'air ambitieuse, sur la façon dont les petits amis de ses amis étaient déjà établis. Elle ne criait jamais. Elle n'exigeait jamais. Elle souriait simplement et disait des choses qui atterrissaient une demi-seconde trop tard. Comme si vous ne réalisiez que vous aviez été insulté qu'une fois que vous étiez déjà en train de vous excuser. Autour de notre 3e anniversaire, j'ai commencé à penser sérieusement à la demander en mariage. Pas impulsivement, méthodiquement. Tableur de budget, objectif d'épargne, recherche discrète tard dans la nuit. Je n'étais pas riche, mais j'étais responsable. Je voulais quelque chose de significatif, pas de tape à accent grave-l'œil. J'avais même trouvé un petit bijoutier qui parlait plus d'artisanat que de cara. Un soir, j'ai lancé l'idée. Rien de dramatique, juste une conversation du genre, un de ces jours, alors que nous étions sur le canapé. Elle a ri. Pas méchamment, pire. Amusée. Ne le fais pas, dit-elle, souriant toujours à son téléphone. Ne pas faire quoi, ai-je demandé. Ne me demande pas en mariage, a-t-elle répondu. Mes amis se moqueraient absolument de la bague que tu pourrais te permettre. Elle m'a enfin regardé, comme si elle me faisait une faveur en étant honnête. Elles sont brutales, a-t-elle ajouté. Je n'en entendrai jamais la fin. J'ai attendu qu'elle dise autre chose, quelque chose de rassurant, quelque chose comme « mais je m'en fiche ». Elle ne l'a pas fait. C'était la première nuit où j'ai compris que quelque chose d'important était en train d'être négocié sans mon consentement. Je ne me suis pas disputé avec elle ce soir-là. Ça l'a surprise. Elle a continué à faire défiler son téléphone, attendant que je proteste, que je plaisante, que je la rassure en lui disant que je monterais en gamme d'une manière ou d'une autre. Quand je ne l'ai pas fait, elle a jeté un coup d'œil avec ce regard irrité qu'elle utilisait chaque fois que je ne jouais pas mon rôle. « Tu es silencieux », a-t-elle dit. « Je suis juste réaliste. »« Je sais », ai-je répondu. Cela semblait la déranger plus que si j'avais été sur la défensive. Au cours des semaines suivantes, le sujet a continué de refaire surface. Jamais directement, toujours de manière détournée. Nous allions dîner avec ses amis, et je l'entendais dans le sous-texte. Des commentaires sur les pièces d'investissement, sur les standards, sur la façon dont le fiancé d'une amie avait bien fait les choses avec une bague qui rendait bien en photo. Amélie riait un peu trop fort, puis me regardait pour voir si je remarquais. Je remarquais. Elle a commencé à m'envoyer des captures d'écran, des influenceuses montrant des bagues de fiançailles, des articles sur ce que votre bague dit de votre valeur. Une fois, elle a transféré une publication avec la légende « c'est le minimum ». Je lui ai demandé prudemment si la bague importait plus que le mariage. Elle a ricané. Pourquoi les hommes disent-ils toujours ça? Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est une question d'effort. L'effort, apparemment, avait un prix. Quelques mois plus tard, elle a demandé si je pensais toujours à la demander en mariage. J'ai dit que j'étais prêt, a-t-elle dit. Simplement, ne me mets pas dans l'embarras. Cette phrase m'est restée. J'ai commencé à économiser de toute façon. Pas agressivement, juste de manière responsable. Mais quelque chose a changé. Chaque fois que je regardais des bagues, j'entendais sa voix. Pas de l'excitation, mais l'anticipation du jugement. J'ai réalisé que je n'imaginais plus faire ma demande. J'imaginais les retombées. Puis est venue la nuit. Elle l'a dit à voix haute.
Nous étions à la fête de fiançailles d'un ami. Une grande affaire tapa accent Graveleuil. Tour de champagne. Photographe partout. Amélie s'est penchée pendant les discours et a chuchoté, tu vois, c'est comme ça que ça doit être. Plus tard, sur le chemin du retour, elle a soupiré et a dit, honnêtement, je préférerais attendre plutôt que de finir avec quelque chose de triste. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a levé les yeux au ciel. Tu sais, une bague temporaire. Une bague temporaire, comme si j'étais temporaire, moi aussi. C'est cette nuit-là que j'ai arrêté de planifier une demande en mariage. Je ne le lui ai pas dit. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai juste tranquillement renoncé. Elle a pris mon silence pour de l'obéissance. Et pendant un moment, je l'ai laissé faire, car parfois les décisions les plus importantes ne sont pas bruyantes. Elles sont patientes. Et je venais de commencer à attendre. Une fois que j'ai arrêté de planifier la demande, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai commencé à la voir plus clairement. Sans le compte à rebours mental jusqu'aux fiançailles. J'ai remarqué à quelle fréquence Amélie comparait notre vie au meilleur moment des autres, comment chaque dîner au restaurant était classé, comment chaque achat était accompagné de commentaires sur sa conformité. Comment elle ne m'avait jamais demandé à quoi je voulais que notre avenir ressemble, seulement s'il serait à la hauteur. Elle a aussi remarqué le changement. Tu ne parles plus de l'avenir, a-t-elle dit un soir pendant que nous nous brossions les dents. Pas curieuse. Accusatrice. Si, ai-je répondu. Simplement pas à voix haute. Elle a froncé les sourcils devant mon reflet. Ce n'est pas mignon. Quelques semaines plus tard, elle m'a invité à un brunch avec ses collègues. Je les avais déjà rencontrés en passant, des conversations polies et superficielles. Cette fois, c'était différent. Il y avait là une femme nommée Claire. Début de la trentaine, vive sans être acérée. Elle riait facilement, posait des questions et écoutait vraiment les réponses. Nous avons fini par parler de travail pendant la majeure partie du repas. Même secteur, rôle différent. C'était facile. Amélie a remarqué. Sur le chemin du retour, elle était silencieuse. Puis elle a dit, tu flirtais. Je parlais, ai-je dit. Eh bien, ne le fais pas, a-t-elle lâché. C'est embarrassant. Encore ce mot. Au cours des mois suivants, la relation a suivi son cours. Pas de grande dispute. Pas de grande affection non plus. Amélie a recommencé à laisser tomber des allusions sur les échéances. Des mariages auxquels elle voulait assister, des lieux qu'elle aimait, des bagues qu'elle me montrait, accidentellement. Je hochais la tête. Je faisais des bruits neutres. Elle a pris cela pour un progrès. Pendant ce temps, j'ai eu une promotion. Rien de tape à accent Graveleuil, mais significatif. Meilleur salaire, plus de stabilité. Je le lui ai dit pendant le dîner. Elle a souri puis a dit, bien, ça aide. Ça aide à quoi? Me suis-je demandé. À cette époque, Amélie a commencé à parler davantage de ses collègues. Drame de bureau, promotion. Qui sortait avec qui? Le nom de Claire revenait souvent. Toujours de manière neutre, presque dédaigneuse. Elle est gentille, a dit Amélie une fois. Un peu fade, mais compétente. Fade. Je ne l'ai pas corrigée. Je commençais à comprendre qu'Amélie ne voulait pas d'un partenaire. Elle voulait un accessoire qui lui ferait honneur sous le regard des autres, et je devenais tranquillement, régulièrement, quelqu'un qui n'avait plus besoin de son approbation. Le plus drôle, c'est que je n'avais toujours pas décidé de partir. J'attendais juste le moment où rester semblerait plus malhonnête que de m'en aller. Ce moment était plus proche que je ne le pensais. Le moment est finalement arrivé un mardi soir, ce qui semblait approprié. Rien de dramatique ne se passait jamais avec Amélie les week-ends. Ceci était réservé aux brunchs et aux apparences. Les mardis étaient les jours où les vraies conversations s'échappaient par accident. Elle est rentrée tard, a laissé tomber son sac près de la porte et a annoncé qu'elle avait croisé une vieille amie de l'université qui venait de se fiancer. Pas de bonjour, pas de « comment s'est passée ta journée ?» Un ovale de 3 carats, dit-elle en enlevant ses chaussures. Monture sur mesure. Il a vraiment bien fait les choses. J'ai hoché la tête, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Elle l'a remarqué immédiatement.
Pourquoi agis-tu comme si ça n'avait pas d'importance, a-t-elle demandé. On dirait que tu es déconnecté. J'ai fermé l'ordinateur portable et je l'ai regardé. Parce que tu m'as dit de ne pas te demander en mariage. Elle a cligné des yeux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si, ai-je répondu. Tu as dit que tes amis se moqueraient de la bague que je pouvais me permettre. Elle a agité la main. J'étais pratique. Je te sauvais de l'embarras. Le mien, ai-je dit. Elle a soupiré, exaspérée. Pourquoi t'accroches-tu à ça? Je pensais que tu avais compris. Encore ce mot. Compris, comme si l'avaler était la bonne réponse. Alors, quel est le plan, ai-je demandé. Attendre que j'atteigne un niveau de prix que tu approuves. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit, je veux juste être fière de ce que je porte. C'était ça. Pas fière de nous. Pas excitée de m'épouser. Fière de l'objet. J'ai senti quelque chose se calmer enfin en moi. Je ne te demanderai pas en mariage, ai-je dit calmement. Elle a ri. Tu n'as pas besoin de l'annoncer. Je n'annonce rien, ai-je répondu. Je te le dis, pour qu'il n'y ait aucune confusion. Son sourire a disparu. Alors tu me punis maintenant? Non, ai-je dit. Je t'écoute. Elle est restée là un long moment, puis a ricané. Tu changeras d'avis. Tu le fais toujours. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé qu'elle pensait que le temps était de son côté. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à imaginer un avenir où je n'aurais pas besoin de permission pour choisir la joie. Et cet avenir ne l'incluait plus. La rupture ne s'est pas faite d'un coup. Elle s'est produite tranquillement, par morceaux, comme des meubles qu'on enlève d'une pièce jusqu'à ce qu'un jour on la réalise vide. Après ce mardi, Amélie a agi comme si rien n'avait changé. Elle m'a de nouveau envoyé des annonces pour des bagues. Des tableaux Pinterest intitulés « Élégance intemporelle ». Elle parlait de « quand », pas de « si ». J'ai réalisé qu'elle ne m'avait jamais vraiment entendu. Ou peut-être qu'elle l'avait fait et avait décidé que mes mots n'avaient pas d'importance. J'ai arrêté de participer. Non par dépit, mais par honnêteté. Environ 2 mois plus tard, elle a suggéré que nous fassions une pause. Pas une vraie pause. Une de ces pauses où l'on s'attend toujours à ce que vous attendiez. Je pense qu'un peu d'espace t'aidera à savoir ce que tu veux, a-t-elle dit, magnanime, comme si elle donnait des devoirs. J'ai hoché la tête. Tu as raison. Ça l'a surprise. J'ai déménagé le week-end suivant. J'ai pris mes vêtements, mes livres, le canapé que j'avais payé. Elle m'a regardé faire mes cartons avec la même patience amusée qu'elle avait toujours eue. Confiante que c'était temporaire, que je reviendrais amélioré. Plus silencieux, plus cher. Nous sommes restés vaguement en contact, des SMS polis, des nouvelles occasionnelles. Elle publiait constamment, voyages, dîners, des bagues aux doigts d'autres personnes avec des légendes sur le timing et les standards. Pendant cette année, ma vie s'est épanouie de manière inattendue. Je me suis concentré sur le travail, j'ai eu une autre promotion, j'ai commencé à économiser agressivement, non pas pour une bague, mais pour moi. J'ai voyagé. Je me suis fait des amis qui ne mesuraient pas ma valeur par des objets. J'ai arrêté de m'excuser d'être suffisant. Et puis un après-midi, j'ai de nouveau croisé Claire. La même conversation facile, la même curiosité sincère. Cette fois, le café s'est transformé en dîner. Le dîner s'est transformé en week-end. Pas de commentaires, pas de comparaison, pas de pression. Quand j'ai mentionné mon passé, elle n'a pas bronché, elle a simplement hoché la tête comme si elle comprenait ce que le respect devait être. 1 an après qu'Amélie m'ait dit de ne pas la demander en mariage, j'ai réalisé quelque chose de tranquillement beau. Je voulais le faire, non pas parce que j'étais censé le faire, non pas pour prouver quelque chose, mais parce que cette fois, cela ressemblait à une invitation, pas à un test. Alors, je suis retourné chez ce petit bijoutier. Cette fois, je n'ai pas demandé ce que je pouvais me permettre. J'ai demandé ce qui durerait. Et je savais exactement où je ferais ma demande. L'endroit qu'Amélie m'avait un jour dit être parfait pour les photos. Elle n'avait simplement jamais imaginé qui se tiendrait là. Je n'ai pas précipité la demande. Cela m'a surpris aussi. Avec Amélie, tout ressemblait à un compte à rebours.
À quelle vitesse pouvais-je atteindre un niveau acceptable? À quelle vitesse pouvais-je prouver que je méritais d'être choisi? Avec Claire, il n'y avait pas de chronomètre, juste une dynamique. Le genre de dynamique discrète qui se construit parce que rien n'est forcé. J'ai économisé pendant des mois. Non pas parce que quelqu'un me l'avait dit, mais parce que je le voulais. Je voulais que la bague soit intentionnelle, pas défensive. Quand j'ai finalement fixé le budget, 10 000 $. Il ne s'agissait pas de frimer. Il s'agissait de choisir quelque chose qui reflétait à quel point tout semblait solide. Le bijoutier se souvenait de moi. Ça n'a pas pris autant de temps que je le pensais, a-t-il dit avec un sourire. La clarté non plus, ai-je répondu. J'ai choisi une bague qui ne criait pas. Des lignes épurées, un poids subtil, le genre de pièce qui n'aurait pas besoin d'explication. Quand je l'ai glissée dans ma poche, je me sentais calme, pas nerveux, pas anxieux. Certain. J'ai aussi choisi l'endroit avec soin. Le même restaurant qu'Amélie avait un jour déclaré, parfait pour les photos. Celui qui, selon elle, rendrait des fiançailles réelles. Une terrasse, un éclairage doux, toujours bondé le week-end. J'ai fait la réservation pour un vendredi soir. Claire pensait que nous allions simplement dîner. Le soir de la demande, tout s'est bien passé. La conversation était fluide. La nourriture est arrivée chaude. L'air était léger. Quand je me suis levé et que j'ai sorti la bague, il n'y avait pas de scénario dans ma tête, juste le moment présent. Elle a dit oui avant que j'aie fini de demander. Des applaudissements ont éclaté des tables voisines. Quelqu'un a acclamé. Un serveur a souri. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. À 3 tables de là. Amélie. Elle était assise avec 2 amis, au milieu d'un rire, un verre de vin à la main, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi, sur la bague, sur les mains de Claire couvrant sa bouche sous le choc, sur le moment qu'elle m'avait un jour dit de ne pas créer. La couleur a quitté son visage. Nos regards se sont croisés pendant une demi-seconde. C'est tout ce qu'il a fallu. Je n'ai pas souri avec suffisance. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je me suis retourné vers ma fiancée. Et pour la première fois, j'ai compris à quel point il est puissant de choisir quelqu'un qui ne vous a jamais fait sentir que vous deviez mériter le droit d'être aimé. Je n'ai pas parlé à Claire de la présence d'Amélie. Pas ce soir-là. Pas exprès. Le moment n'appartenait à personne d'autre, et je n'allais pas laisser un vieux fantôme s'immiscer dans quelque chose qui semblait enfin pur. Mais Amélie a remarqué. Je le sais parce que mon téléphone a vibré avant même que le dessert n'arrive. Un texto d'un numéro que je n'avais plus enregistré, mais que je n'avais pas besoin de reconnaître. C'est toi. Je n'ai pas répondu. Claire flottait encore, tournant la bague sous la lumière de la table, riant de rien, me demandant si c'était réel pour la 5e fois. La regarder me semblait rassurant, comme se tenir sur un sol solide après des années sur du sable. Quand nous sommes partis, j'ai senti des yeux dans mon dos. Je ne me suis pas retourné. Le lendemain matin, les messages ont commencé. D'abord la curiosité. Je ne savais pas que tu voyais quelqu'un sérieusement. Puis l'incrédulité. Cette bague avait l'air chère. Puis la confusion, se transformant en autre chose. Je pensais que tu avais dit que tu n'étais pas prêt. Celui-là m'a presque fait rire. Dans l'après-midi, le ton a changé. Alors c'est ça. Après tout, tu l'as vraiment fait là-bas. Là-bas, de tous les endroits. Je n'ai toujours pas répondu. Plus tard dans la nuit, Claire a remarqué que quelque chose n'allait pas. Pas parce que j'étais distant, mais parce que j'étais plus silencieux que d'habitude. Une vieille histoire, a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Oui, mais c'est fini. Elle n'a pas insisté. Elle a juste serré ma main et a dit, « Je suis vraiment contente que tu m'aies choisi. » Cette phrase a eu plus de poids qu'elle ne le pensait probablement, car avec Amélie, tout semblait conditionnel. Avec Claire, c'était mutuel. Le lendemain, Amélie a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un long message vocal, instable. Elle parlait de timing, de croissance, de comment elle n'avait jamais dit non pour toujours. De comment elle pensait que je comprenais la pression sous laquelle elle se trouvait. La pression de qui n'a jamais été clarifiée. Puis elle a dit la phrase à laquelle je ne m'attendais pas.
Je ne pensais pas que tu donnerais un jour cette bague à quelqu'un d'autre. Ça m'a tout dit. Elle n'avait pas voulu que je la demande en mariage plus tard. Elle voulait que j'attende indéfiniment. Et me voir choisir quelqu'un d'autre, choisir la joie, avait brisé l'illusion qu'elle était le prix à la fin du chemin. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère envers elle. Juste de la distance, le genre de distance que l'on ressent quand quelque chose n'a plus accès à vous. Et je savais que cette histoire n'était pas encore terminée, car Amélie n'avait pas fini d'essayer de la réécrire. Amélie n'a pas attendu longtemps avant d'essayer une autre tactique. 3 jours après la demande, elle s'est présentée à mon bureau. Sans faire d'esclandre, sans pleurer, posée, soignée, habillée comme elle le faisait toujours quand elle voulait être prise au sérieux. Manteau bien coupé, coiffure parfaite, maquillage neutre qui disait « je vais bien », même quand ce n'était pas le cas. La réceptionniste m'a appelé et m'a demandé si je connaissais une Amélie. Oui, malheureusement. Je l'ai rencontrée dans le hall. Elle a souri en me voyant, comme si nous étions de vieux amis qui venaient de se croiser à l'épicerie. Waouh, a-t-elle dit, ses yeux se posant immédiatement sur ma main. Alors, c'est réel? Ça l'est, ai-je répondu. Elle a hoché la tête lentement. Je voulais juste parler, pas me battre, pas faire de scène. Nous sommes sortis. Elle a croisé les bras, une posture familière. Je ne comprends pas comment tu es passé de pas prêt à ça, dit-elle, avec elle. J'ai gardé ma voix calme. Je ne suis pas passé de pas prêt. Je suis passé de pas respecter. Elle a ri légèrement. Oh, allons. Tu sais que je te poussais parce que je croyais en ton potentiel. Ce n'est pas de la croyance, ai-je dit. C'est de la pression. Son sourire s'est effacé. Alors maintenant, je suis la méchante. Non, ai-je répondu. Tu n'es juste pas la partenaire. Ça a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Je l'ai vu sur son visage. Elle a fait un pas en arrière comme si les mots avaient un poids. Je n'ai jamais dit que je n'aurais pas dit oui, a-t-elle dit rapidement. Je voulais juste que ce soit bien fait. Je sais, ai-je dit. Et c'est ça le problème. Elle a ricané. Alors tu dépenses 10 000 pour une bague pour une femme qui te connaît à peine. J'ai souri. Elle me connaît assez bien pour ne pas me mesurer à ça. C'est là que sa voix s'est brisée. Tu as fait ça pour me faire du mal. Non, ai-je dit. J'ai fait ça parce que j'étais enfin aimé sans condition. Elle m'a fixé pendant un long moment, puis a secoué la tête. Tu le regretteras. Peut-être qu'elle le croyait. Mais alors que je retournais à l'intérieur, mon téléphone a vibré avec une photo de Claire. Sa main, ma bague, la lumière du soleil captée juste comme il faut. Je n'ai pas ressenti de regret. J'ai ressenti du soulagement. Et Amélie, seule sur le trottoir, ressemblait enfin à quelqu'un qui regardait une vie continuer sans elle. Il ne restait que 2 parties à cette histoire, et aucune d'elles n'incluait de retour en arrière. Après qu'Amélie se soit présentée à mon bureau, le ton a changé partout ailleurs. Des amis communs qui ne m'avaient pas parlé depuis des mois ont soudainement pris contact. Des messages décontractés. J'espère que tu vas bien. C'est fou de croiser Amélie l'autre soir. Je pouvais sentir l'information circuler, être révisée en temps réel. Les histoires changeant de forme selon qui écoutait. Amélie, apparemment, ne le gérait pas bien. J'ai entendu dire qu'elle avait quitté le restaurant tôt ce soir-là, qu'elle avait pleuré dans les toilettes, qu'elle avait dit à ses amis qu'elle se sentait humiliée, non pas parce que j'avais tourné la page, mais parce que je l'avais fait publiquement, au même endroit. Avec une bague qui effaçait tous les arguments qu'elle avait jamais avancés sur l'argent, la préparation ou l'effort. Ce détail comptait pour elle plus que tout. Elle m'a de nouveau envoyé un texto tard un soir. Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas te permettre quelque chose de bien. Je voulais juste que tu grandisses d'abord. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu une seule phrase. Je l'ai fait. Elle a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un autre message vocal, la voix tendue, essayant de paraître composée. Elle a dit qu'elle avait l'impression que j'avais réécrit toute notre relation, que je l'avais fait paraître superficielle, que les gens posaient des questions auxquelles elle ne savait pas comment répondre. Ce qu'elle n'a jamais dit, c'est « j'avais tort ». Claire a remarqué le bruit autour de nous, mais est restée en dehors.
Elle n'a pas espionné les réseaux sociaux d'Amélie, n'a pas demandé de détails. Quand je lui ai raconté des morceaux de l'histoire, elle a juste secoué la tête et a dit « Je suis désolé que tu aies vécu ça ». Pas de compétition, pas de commentaires. C'était ça la différence. Un après-midi, alors que nous organisions un petit dîner de fiançailles, Claire m'a demandé quelque chose tranquillement. « As-tu déjà voulu la demander en mariage ?» J'y ai pensé, honnêtement. Je voulais me sentir choisi, ai-je dit. Je ne réalisais pas à quel point je demandais la permission. Elle a hoché la tête comme si cela avait parfaitement du sens. Quelques jours plus tard, Amélie m'a bloqué partout. Au début, j'ai pensé que c'était par dépit. Puis j'ai réalisé que c'était de la survie. Me regarder vivre une vie qu'elle pensait autrefois contrôler était trop pour elle. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Ce n'est pas la bague qui l'a brisée. C'est le fait que je l'ai finalement donnée à quelqu'un qui ne m'a jamais fait me sentir petit pour vouloir l'offrir. Il ne restait qu'une chose à faire. Clore ce chapitre pour de bon. Cela fait quelques mois maintenant, et le bruit s'est enfin calmé. Amélie n'a jamais repris contact après m'avoir bloqué. Pas de dernier message, pas d'excuses, pas d'explication, juste le silence. D'après ce que j'ai entendu, elle a déménagé, légèrement changé de groupe d'amis et s'est accrochée à la version d'elle-même qui insiste sur le fait que tout arrive pour une raison. Je ne doute pas qu'elle le croie. C'est plus facile que d'assumer ses responsabilités. Claire et moi n'avons rien précipité après la demande. Nous n'en avions pas besoin. Nous avons organisé un petit dîner de fiançailles au lieu d'un spectacle. Des amis proches, de vrais rires, pas de classement, pas de commentaires sur l'esthétique. Quand les gens complimentaient la bague, Claire souriait simplement et disait « C'est lui qui l'a choisi ». Comme si c'était la fin de l'histoire. Et ça l'était. Parfois, je repense à cette nuit sur le canapé quand Amélie a ri et m'a dit de ne pas la demander en mariage. À quel point elle était désinvolte, si certaine, si convaincue que le temps, la pression et son approbation étaient des choses qu'elle contrôlait. Elle n'était pas cruelle de manière bruyante. Elle était cruelle de manière calculée. Le genre qui vous fait douter de vous-même tout en insistant que c'est pour votre propre bien. Voici ce que j'ai appris et pourquoi je publie ceci. Quand quelqu'un vous dit de ne pas lui offrir d'amour tant qu'il ne répond pas à une norme extérieure, croyez-le. Il ne demande pas de la patience. Il demande du pouvoir. Et si vous le lui donnez, il continuera de déplacer la ligne d'arrivée. Je n'ai pas fait ma demande parce que j'avais peur d'être moqué. J'ai fait ma demande plus tard parce que j'ai finalement rencontré quelqu'un qui aurait été heureux avec une bague en sucre si elle venait avec sincérité. L'ironie ne m'échappe pas qu'Amélie ait vu la demande en mariage qu'elle voulait, mais pas avec elle. Mais ce n'était pas une vengeance. C'était une conséquence. Si vous êtes dans une relation où votre effort est évalué, classé ou comparé, faites une pause. Demandez-vous à qui profite votre attente. Demandez-vous qui décide quand vous êtes suffisant. Parfois, la fin la plus satisfaisante n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de choisir quelqu'un qui ne vous a jamais fait vous sentir mal d'être qui vous êtes.